Hello, c'est encore moi. Du coup, on va pouvoir, commencer la dernière partie, de ce cours sur les modifications physiologiques de la grossesse. Alors il reste encore pas mal de choses à voir, ça va être, encore un peu dense, mais je trouve que c'est quand même, une partie qui est très, très intéressante et pas non plus très compliquée à comprendre. Donc, bon courage et puis, sur ce, c'est parti. Du coup, on va pouvoir, passer sur les modifications rénales et urinaires. Du coup, tout d'abord, on va voir les modifications anatomiques. Donc, au niveau du rein, on va avoir une augmentation de la taille et du poids. Donc, ensuite, dès la 6e semaine d'aménorrhée, on va avoir une dilatation piélocalcéenne et dès la 10e semaine d'aménorrhée, on va aussi avoir une dilatation piélo-urétérale qui sera quand même plus prononcée à droite à cause de l'utérus, qui est légèrement, vers la droite. Et en fait, la différence entre piélo-calcène, donc piélo-calcène, c'est en rapport avec les calices et donc c'est plutôt à l'intérieur du rein, alors que urétéral, c'est plutôt avec l'urtère et du coup, c'est plutôt, l'aval, du rein. On va avoir aussi une stase à droite parce qu'il y a la dextrorotation de l'utérus, donc qui soit, plutôt vers la droite, et la veine ovarienne droite qui est dilatée, en croisant l'urotère droit. Donc on va avoir plutôt une petite rétention, du côté droit. La vessie et le trigone vésical sont remontés dus à l'utérus. On va avoir le déplacement latéral aussi des orifices urétéraux et une vasodilatation rénale. Donc ces modifications anatomiques, elles vont, du coup provoquer, certains risques de stase urinaire, de reflux vésico-urétéraux, d'infections urinaires et attention, les infections urinaires, ça peut être dangereux, dû aux contractions qu'elles vont provoquer et du coup, ça peut menacer un accouchement prématuré. Ensuite, on a aussi les modifications qui sont fonctionnelles. Donc tout d'abord, on a le débit plasmatique rénal, qui se modifie. Donc, au début de la grossesse, en fait, il sera à plus 80 et à terme, il y a une diminution due à la compression de la veine cave inférieure, mais ça sera toujours à plus 25 par rapport à la norme. Donc ensuite, il y a la filtration glomérulaire. Au début, c'est plus 15 et puis ensuite, au niveau de la fin de la grossesse, elle sera à plus 50-70. Du coup, ça va augmenter la filtration, par exemple, en créatinine, en urée et cetera. Donc les taux sanguins vont diminuer pour, ces molécules. Donc enfin, pour la fonction tubulaire, on a une augmentation en fait de l'excrétion de certains acides aminés et protéines, mais du coup, c'est pour ça qu'on a une protéinurie qui est physiologique si elle est inférieure à, 0,3 g par 24 heures. On a aussi une augmentation de l'excrétion du sodium et de l'eau, mais il y a quand même une forte réabsorption, donc le bilan il reste positif. Mais attention, parce que du coup, ça peut faire une rétention d'eau et du coup, ça risque, des œdèmes. Donc on fait attention, on surveille. Il y a aussi une augmentation du seuil de réabsorption du glucose qui peut provoquer des glucosuries qui sont assez fréquentes et qui n'ont pas de lien en fait, avec, le diabète gestationnel. Et aussi, on a une augmentation du seuil de réabsorption des bicarbonates puisque comme on l'a dit précédemment, les bicarbonates, on va les diminuer parce qu'on a une alcalose respiratoire et on se dit que pour compenser cette alcalose, on va enlever des bicarbonates. Donc du coup, le pH des urines augmente, il passe en fait, vers 7,40, 7,45 au lieu d'être plutôt, vers 7,34, 7,38. Donc maintenant, c'est les modifications hépatiques et digestives, pas digestives, OK. Petit errata. Donc au niveau des digestives, on a une augmentation de l'appétit. Il va falloir une augmentation en fait des apports alimentaires de plus 200 kilocalories par jour. Heu, donc en fait, une femme enceinte, elle ne mange pas pour 2. OK? C'est juste 200 kilocalories qu'il lui faut en plus. C'est pas, 3 repas en plus. Du coup, il y a aussi des nausées et vomissements qui sont très fréquents au trimestre 1, entre 4 et 12 semaines en fait d'aménorrhée. L'état général, il reste conservé et il y a une évolution qui est spontanément résolutive. C'est qu'au bout d'un moment, ça s'arrête tout seul. Enfin, au niveau du T1, ça s'arrête tout seul. Donc c'est différent de l'hyperémesis gravidarum.
qui correspond en fait à des vomissements, incoercibles, c'est-à-dire que c'est sans cesse, avec une altération de l'état général, une déshydratation, une perte de poids, enfin voilà. Donc c'est complètement différent, les nausées-vomissements sont fréquents. La cavité buccale, elle a une muqueuse qui est hyper vascularisée et qui a aussi une tendance œdémateuse. On a aussi un œdème, enfin on peut avoir un œdème gingival, physiologique et on a une hypersialorrhée, c'est une hypersécrétion de salive. Au niveau de l'œsophage, on a un ralentissement du transit gastrique, et une diminution du tonus du cardia. Donc en fait, ça va faire, qu'il y a des reflux gastro-œsophagiens à T1, dont le signe clinique est le pyrosis. Donc pyrosis, c'est en fait une brûlure. Voilà, quand on a des reflux, ça nous donne des brûlures œsophagiennes, donc c'est ça et c'est dans 80 des cas, donc attention parce qu'en fait, ça peut risquer un accouchement prématuré puisque le reflux, vu que ça brûle, on va tousser, ça va provoquer des contractions. Heu, donc voilà, donc une femme qui tousse, c'est une femme qui contracte, donc on fait attention à ces reflux parce que même s'ils sont fréquents, ça peut être dangereux à terme. Au niveau de l'estomac, on a une diminution des sécrétions gastriques de 40. On a une diminution de la mobilité et du tonus, donc ça peut provoquer en fait des nausées et on a aussi une augmentation du temps de vidange. Donc tout est un peu ralenti et cetera. Donc au niveau des intestins, on a aussi une augmentation du temps de transit. On a aussi une augmentation de résorption d'eau. Du coup, il y a des constipations qui sont plus fréquentes chez la femme enceinte. Et enfin, au niveau des voies biliaires et du foie, donc les hormones, comme la progestérone donc, vont faire une hypotonie de la vésicule qui va provoquer une possible stase de la bile et les œstrogènes vont augmenter en fait le cholestérol et donc on a une augmentation de la lithogénicité. Donc ces 2 phénomènes en fait, qu'il y ait une stase, donc que la bile, reste où elle est et qu'elle ne bouge pas trop et la lithogénicité en fait, c'est la capacité à fabriquer des calculs, bah, du coup, il y a un risque de calcul qui est quand même augmenté. Et puis au troisième trimestre, notre foie, il ne sera pas palpable puisque, l'utérus prend tellement de place que, tout est refoulé et en fait, il sera en fait complètement dans les côtes et on ne pourra plus le palper. Donc, oui, vous avez fait plus de la moitié, donc bravo à vous déjà et ne lâchez rien, il reste encore un petit peu, mais ça va bien se passer et on arrive sur des choses, un peu plus concrètes, au niveau de la grossesse, donc ça va aller. Donc, au niveau des modifications dermatologiques, donc vous avez peut-être déjà vu, certains aspects, comme les modifications pigmentaires. On a, l'hyperpigmentation corporelle, ça c'est dans 90 des cas. C'est sur des zones en fait qui sont généralement plus pigmentées. Donc par exemple l'aréole mammaire, la région génito-anale et on peut avoir la linea nigra, donc comme sur la photo, donc la ligne noire sur le ventre de la femme enceinte. Ensuite, on a le mélasma ou le cloasma. Donc ça, en fait, c'est dans 50 à 70 des cas. Ce sont des nappes maculeuses qui sont irrégulières, qui se situent surtout sur le cou et le visage. Ça s'atténue au cours du temps. Il y en a 70 des cas qui disparaissent totalement. Donc il y en a qui ne disparaissent pas, malheureusement, mais voilà, dans la grande majorité, ça disparaît. Donc, on a les névus, qui sont en fait, des grains de beauté, donc qui peuvent, apparaître un peu plus souvent, pendant la grossesse. On va donner aussi des conseils en fait pour, la femme enceinte, c'est-à-dire on va lui conseiller d'éviter, le soleil au maximum, qu'on lui conseille aussi d'utiliser de la crème solaire indice 50, super souvent et aussi d'éviter les parfums. Ensuite, il y a les modifications des muqueuses. Donc, il y a, le granulome, pyogénique de la grossesse. C'est en fait une petite tumeur rouge violacée, donc comme sur la photo, qui est molle et qui saigne facilement. Ou sinon, on va avoir aussi la gingivite hypertrophique. Ça, ce sont les gencives. C'est une inflammation en fait de notre gencive, et du coup, elles vont saigner facilement lors du brossage de dents. Donc ensuite, on a les modifications vasculaires. Donc
On a bien entendu les œdèmes du visage, des extrémités, c'est dans 50 des cas, donc c'est relativement fréquent. Ils ne prennent pas le godet, c'est-à-dire que quand on appuie dessus avec notre pouce, en fait et qu'on retire notre pouce, on n'a pas d'empreinte qui reste. Ça prédomine le matin. Si on a des œdèmes des membres inférieurs qui prennent le godet, là, ça veut dire qu'on a une rétention d'eau et parce qu'on a en fait une diminution du retour veineux. Donc là, pour l'améliorer, bah, comme on a vu tout à l'heure, pour avoir un meilleur retour veineux, on se met en décubitus latéral gauche. On peut aussi mettre des bas de contention, surélever les membres inférieurs, et cetera. On a aussi le cutis marmota, donc ça, ce sont des marbrures dues à une instabilité vasomotrice. C'est favorisé par le froid et c'est au niveau des membres inférieurs. On a aussi l'angiome stellaire qui est dès la fin du premier trimestre, surtout au niveau du cou, du visage, des bras, des mains. On va aussi avoir l'érythème palmaire qui va provoquer des démangeaisons, les varices qui sont aussi relativement fréquentes puisque 40 à 50 des femmes enceintes, c'est dû en fait à une hyperpression veineuse et ça se situe surtout au niveau des saphènes, au niveau ça peut être des varices vaginales, vulvaires et hémorroïdaires. On a aussi de la capillarite purpurique, ça c'est parce qu'on a une perte de l'intégrité capillaire et du coup, ça fait un purpura qui est discret. Donc un purpura, ça fait des taches tout simplement, qui est discret et qui n'est pas infiltré au niveau de mes membres inférieurs. Et enfin, on a aussi des angiomes qui sont quand même plus rares par rapport aux autres. C'est surtout au T2 et T3. Donc ensuite, au niveau des modifications des fanères, donc les fanères, c'est tout ce qui est cheveux, ongles. Donc les cheveux, on va avoir pendant la grossesse, on va avoir des super cheveux. Ils sont en pleine phase de croissance, c'est magnifique. Mais par contre, avec l'accouchement, entre le premier et le 5e mois, on a une chute très diffuse et on ne récupère en fait, on a une récupération quasi complète en 1 à 2 ans. Donc vraiment, ça met du temps à bien récupérer cette chute. Ensuite, au niveau des ongles, on peut avoir des lignes transversales de Beau et aussi un possible décollement, au niveau du lit de l'ongle et on a aussi une possible hyperpilosité transitoire. Donc voilà, mais encore une fois, c'est individu dépendant et voilà, il y a des femmes qui vont, l'avoir et d'autres non et c'est comme ça. Donc ensuite, on a les modifications des glandes sudorales et sébacées. Donc tout d'abord, on a une augmentation de l'activité des glandes sudorales écrines et une augmentation de notre température corporelle. Tout ça, ça va favoriser en fait à avoir une transpiration qui est plus intense, notamment au niveau des paumes de main, des plantes de pied, du front. On a aussi une diminution de l'activité des glandes sudorales apocrines, donc plutôt au niveau des aisselles. On a une hyperactivité des glandes sébacées, donc ça peut faire des poussées d'acné. C'est pour ça que certaines femmes enceintes ont des problèmes de peau, liés à l'acné. Hem et on a une augmentation du volume des tubercules de Montgomery, au niveau des seins. Les vergetures, donc ça, c'est, un petit point à aborder quand même parce que c'est hyper fréquent, même bien plus que fréquent, c'est pratiquement tout le temps, c'est 90 des cas et c'est surtout au 3e trimestre. Ça se situe surtout au niveau de l'abdomen, bah, normal, enfin le ventre, il s'arrondit énormément donc bon, la peau, c'est compliqué pour elle, de s'y faire, aussi rapidement. Au niveau des cuisses, des seins, des creux axillaires et du sacrum. En fait, c'est lié à 3 choses. C'est lié à une distension mécanique, donc la peau, elle doit se tendre énormément. Il y a du coup une fragilisation des fibres de collagène et d'élastine, des altérations aussi de la matrice extracellulaire. Donc il y a une évolution de ces vergetures qui au début sont rouges violacées. Elles s'atténuent pour devenir un peu plus pâles, mais elles ne disparaîtront jamais. Donc il faut prévenir en fait les femmes enceintes que voilà, ça arrive et qu'il faut bien continuer à hydrater sa peau, partout. Donc maintenant, les modifications de l'appareil locomoteur, ophtalmologique et odontologique. Donc tout d'abord, l'appareil locomoteur, donc on a une modification de l'équilibre. Donc attention puisque les femmes enceintes sont plus à risque de chute, puisque du coup leur centre de gravité est déplacé. Forcément, elles ont un énorme ventre à la fin de la grossesse. Le corps, il doit s'adapter
à se dire, j'ai un poids en fait devant, donc on va déplacer les centres, d'équilibre, mais c'est pas facile tout le temps. On a aussi une hyperlaxité de certaines articulations. Donc en fait, on a un relâchement ligamentaire, surtout au niveau de la symphyse pubienne, au niveau des vertèbres, donc c'est pour ça qu'elles peuvent, du coup avoir des douleurs. Du coup, tout ça, ça entraîne certaines conséquences, donc les douleurs, la déstabilisation de la marche, heu, des mobilisations douloureuses, des crampes. Donc voilà, donc c'est pas super cool, mais malheureusement, ça fait partie de la grossesse. Donc au niveau ophtalmologique, ensuite, on va avoir un ptosis modéré, c'est quand la paupière supérieure, elle se baisse. On va aussi avoir une myopisation en fin de grossesse surtout, mais ça redevient normal, en postpartum. On peut avoir une presbytie transitoire, et une intolérance possible aux lentilles. Donc on doit aussi prévenir la femme enceinte. C'est normal si en fin de grossesse, on voit moins bien de loin, faut pas qu'elle s'inquiète, ça va revenir, après, mais voilà. Au niveau de l'odontologie, on a plus souvent des caries, parce qu'il y a une inflammation, de la gencive. On l'a vu, du coup au niveau des modifications, juste avant. On a aussi des vomissements et des nausées, des reflux, donc en fait, ça provoque une acidité, en fait, qui remonte au niveau de la bouche et donc ça provoque des érosions dentaires et aussi on a une alimentation qui est riche en sucre. Alors maintenant, on attaque un point, important et un peu plus gros du cours, ce sont les modifications gynécologiques. Donc l'utérus, en dehors de la grossesse, c'est un organe qui est musculaire, creux, qui se situe dans le petit bassin qui est entre la vessie et le rectum, donc qui va être antéversé, donc c'est-à-dire qu'il va basculer l'utérus va basculer vers l'avant de son axe vertical. Donc de profil, vous avez votre vessie ici, vous avez votre rectum ici, le vagin et puis l'utérus, il est vraiment comme ça. Donc vraiment par rapport à l'axe vertical, il est antéversé et en plus, il est anté-fléchi, donc il y a une inclinaison, donc déjà qu'il était comme ça, il va être vraiment fléchi sur lui-même. Donc il y a une inclinaison en avant de sa partie haute, en fait, tout simplement. Donc antéversion, antéflexion. Il est basculé, en fait, tout simplement vers le dôme vésical, il n'est pas du tout dans l'axe du vagin. Ensuite, si on compare avec l'utérus gravide, donc c'est-à-dire l'utérus, durant une grossesse, donc, quand c'est hors grossesse, la hauteur, elle est de 6 à 7 centimètres. Quand on est pendant la grossesse, ça va être 32 à 34 centimètres. La largeur, donc quand on est pendant la grossesse, ça va être 4 centimètres au niveau de notre corps utérin, 2,5 centimètres au niveau du col. L'épaisseur de la paroi en dehors de la grossesse, c'est 2 centimètres et pendant la grossesse, c'est d'abord 4 centimètres. Et ensuite, c'est 1 centimètre sur les faces latérales et 4 millimètres au niveau du fond de l'utérin. Donc pourquoi 4 centimètres au début, puis 1 centimètre? Parce que tout simplement, il doit anticiper qu'après le bébé va prendre plus de place, il va étirer la paroi et du coup, affiner la paroi de l'utérus. Donc du coup, il s'épaissit dès le départ et ensuite il pourra, s'affiner, tout au long de la grossesse, pendant le développement. Donc voilà et puis le poids, en dehors de la grossesse, il est égal à 50 grammes à peu près, et par contre un utérus, gravide, c'est 1000 grammes donc pratiquement 1 kilo quoi. Voilà, et il y a une dextrorotation vers la droite, donc il est plutôt, vers la droite, dans le ventre. Au niveau, des modifications du col utérin, tout d'abord, donc il est en haut et en arrière, le col utérin. Il a des dimensions qui sont assez stables, il est rose violacé, il a un bouchon muqueux, qui est dense dans l'endocole. Donc il y a des risques de saignement s'il y a un contact. Au début, il va être tonique et à la fin de la grossesse, il va se ramollir parce qu'il se prépare, au passage du bébé et donc la consistance se modifie, au cours de la grossesse. L'orifice interne est fermé jusqu'au terme. Par contre, l'orifice externe, il va être variable, c'est-à-dire que si c'est une primipare, si c'est son premier bébé, il va être punctiforme, c'est-à-dire qu'il est très régulier, voilà, vous verrez de toute façon des schémas, dans la fiche
Et pour une multipare, donc qui a plusieurs enfants, il va être déhiscent, donc il va être, beaucoup plus irrégulier que, pour une PRIMI. Ensuite, les modifications du vagin et de la vulve, donc il y a une augmentation du débit sanguin et tout ça, ça va entraîner en fait, une congestion vulvaire, donc il y a des risques de varices vulvaires, un épaississement de la muqueuse, une augmentation, des leucorrhées physiologiques, donc les leucorrhées, ce sont les pertes blanches. Mais voilà, ça reste physiologique et une diminution du pH vaginal et vu que ça diminue, en fait, on a plus de risques, d'avoir des mycoses et des problèmes, de ce genre. Donc pareil, on surveille, hein et au niveau, des seins, donc on a une augmentation du volume des glandes mammaires puisque, bah, pareil, il y a la lactation qui doit se préparer, voilà, c'est aussi des modifications, pour le reste du corps. Il y a une pigmentation, une sensibilité qui est augmentée et aussi une visibilité qui augmente, notamment les veines avec le réseau de Haller, les tubercules de Montgomery et aussi les glandes accessoires. Donc du coup, là, on en a fini pour les modifications physiologiques de la grossesse, mais il nous reste encore une dernière partie. Je sais, vous en pouvez plus sûrement, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc vraiment, on s'accroche et ça va aller. Donc du coup, cette dernière partie, c'est les grands principes de surveillance d'une grossesse physiologique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire en tant que professionnel de santé? Comment en fait on va gérer cette grossesse? Et qu'est-ce qu'on doit faire obligatoirement, bah, pendant les visites, prénatales, et cetera? Comment on accompagne en fait cette maman, jusqu'à son accouchement et même après. Donc là, c'est le plan du cours, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc tout d'abord, au niveau des consultations, on a une consultation au moins une fois par mois. On considère qu'il y en a en moyenne 7 pendant la grossesse puisque, bah, généralement, on ne se rend pas compte, dès le premier jour qu'on est enceinte. Donc voilà. À partir de 41 semaines, donc 41 semaines d'aménorrhée, on s'en rappelle, c'est, le terme, en fait, pour une grossesse. Donc les consultations, elles vont être rapprochées si on n'a pas encore accouché parce que du coup, on est en dépassement de terme et donc on doit voir que bébé, va bien et que maman aussi. Vers 7 à 8 mois, on fait une consultation anesthésique, qui est obligatoire parce que, bah, il peut y avoir une césarienne. On doit faire aussi parfois enfin, parfois, souvent il y a des péridurales, donc ça se fait par, les anesthésistes. Donc c'est vraiment des gestes, qui sont, bah, quand même à risque, donc on prévoit tout ça et le suivi d'une femme enceinte, elle peut se faire, bah, par une sage-femme, par un gynécologue, obstétricien ou par son médecin traitant qui est habitué et formé, pour, un suivi de grossesse, donc il y a pas de souci. Au niveau des grands principes, donc on le répète, la grossesse c'est 9 mois, ça correspond à 39 semaines de grossesse et 41 semaines d'aménorrhée. On n'a pas besoin, de surmédicaliser, une grossesse, voilà, c'est pas une maladie d'être enceinte donc bah, on laisse suivre et on surveille et tout va bien se passer. Il y a certains besoins aussi de la part des patientes, donc on doit les écouter, on doit répondre à leurs questions, si on peut y répondre et on doit faire face aussi à leurs inquiétudes, donc on doit vraiment les accompagner et surtout, on n'oublie pas le conjoint. Voilà, il faut toujours penser qu'une grossesse, c'est pas forcément épanouissant et que, beh, la maman, elle est pas forcément super heureuse pendant cette grossesse, donc on doit aussi le comprendre et vraiment, bah, l'aider au mieux. Qu'est-ce qu'on va vraiment surveiller cliniquement? Donc, quand on fait une visite, bah, on va vérifier sa tension artérielle, qu'elle soit bien inférieure, ou égale, mais surtout inférieure à 13,9. Ce qu'on a dit, il faut qu'elle ait une petite baisse de tension, à partir du début de la grossesse et parce que si on a une hypertension, ça va avoir des complications qui peuvent être gravissimes, pour, le nouveau-né et la maman. Donc vraiment, on vérifie bien ça. On vérifie aussi la prise de poids, que ça soit bien, bah, par exemple T1 et T2, c'est 1 kilo par mois et T3, c'est 2 kilos. Donc ça va permettre aussi de voir si tout se développe bien, si tout va bien aussi. Ensuite, on vérifie le sucre et l'albumine dans les urines, puisque ça peut être signe, d'infection urinaire. On va aussi voir des signes cliniques ou des plaintes des patientes, donc si elles ont des nausées, vomissements, reflux gastrique, œsophagien, des vertiges, plein de
plainte, donc on vérifie que ça soit physiologique et qu'il y ait pas de retentissement derrière. On va aussi vérifier les signes cliniques obstétricaux, donc avec notamment les mouvements, du fœtus. Si la maman se plaint de contractions ou si on s'en rend compte, bah, faut surveiller, s'il y a des pertes de sang, voilà. Ensuite, on a quand même plusieurs sujets à aborder, notamment, l'addiction, que ça soit tabac, alcool, ou drogue. Comment aussi notre maman, bah, elle se sent physiquement et psychologiquement? Bah, est-ce que, tout va bien dans sa vie? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Enfin, ça peut avoir beaucoup de répercussions, donc on s'intéresse vraiment à comment elle se sent. On va aussi s'intéresser à l'accueil de cette grossesse. Est-ce que c'était une grossesse qui était prévue ou, c'était pas du tout prévu, pas voulu? Voilà, donc c'est important aussi pour le côté, psychique de la maman. Au niveau de la préparation à la parentalité, donc on va aussi aborder ça. On va aussi parler de l'allaitement, qu'il soit maternel ou artificiel, et des antécédents pouvant avoir un impact, c'est-à-dire si elle a eu des traumatismes, des violences, des deuils, voilà. Donc ce sont des choses, qui sont à aborder avec une femme enceinte et à ne pas négliger surtout. Ensuite, on a bien entendu les échographies. On a 3 échographies si c'est une, grossesse physiologique, donc c'est-à-dire qu'on en fait une par trimestre. Donc, au premier trimestre, donc c'est environ 12 semaines, d'aménorrhée, on va essayer de dater, du mieux qu'on peut, ce début de grossesse pour pouvoir, avoir, après, une date de terme et cetera. On va aussi voir le nombre d'embryons, s'ils se développent bien et la clarté nucale qui va permettre en fait le dépistage de la trisomie 21, enfin qui fait partie du dépistage de la trisomie 21. Donc ensuite au deuxième trimestre, donc qui correspond à environ 22 semaines d'aménorrhée, on va voir la morphologie de notre fœtus, sa biométrie, donc si, il a une bonne croissance. On va aussi faire un Doppler, et on va vérifier aussi le positionnement du placenta et du col utérin. Au troisième trimestre, donc c'est environ 32 semaines d'aménorrhée, on continue à vérifier sa biométrie parce que c'est important pour voir si le fœtus, se développe bien et aussi, bah, très important, le positionnement du placenta parce qu'on peut dépister en fait des facteurs de risque d'hémorragie de la délivrance et d'éventuelles autres anomalies, donc c'est très, très important. On a aussi des surveillances biologiques à faire, notamment 6 sérologies qui sont obligatoires, c'est-à-dire syphilis, VIH, hépatite B, hépatite C, la toxoplasmose. Pour être sûr que notre patiente, elle est immunisée, il faut qu'on ait 2 sérologies positives. Si par contre elles sont négatives, bah, tous les mois, on va lui faire une sérologie toxoplasmose. On a aussi la sérologie pour la rubéole, pour être sûr qu'elle soit bien immunisée. Pareil, 2 sérologies positives. Si c'est négatif, elles seront mensuelles, mais que les 4 premiers mois. Donc ensuite, on a d'autres, surveillances biologiques, notamment groupe sanguin Rhésus RAI, donc la recherche d'agglutinine irrégulière. Donc il y a 2 déterminations à faire à l'EFS qui est l'établissement français du sang. La recherche d'agglutinine irrégulière, en fait, ça correspond au niveau, en fait, des anticorps qui sont contre certains groupes sanguins qui lui paraissent étrangers. On va aussi beaucoup surveiller, au niveau des Rhésus, si notre mère elle est Rhésus négative parce que là, pendant une première grossesse, ça posera pas de souci si son bébé il est Rhésus positif et elle négative. Mais par contre, au moment de l'accouchement, il va y avoir un contact entre le sang de la mère et le sang du bébé et du coup là, elle va se dire: c'est bizarre, il avait un truc en plus que moi j'ai pas, bah, je vais faire des anticorps contre ça». Si elle a une deuxième grossesse et que son bébé est toujours Rhésus positif, bah là, au moment des transmissions d'anticorps, heu, pendant la grossesse, elle va découvrir que, bah, c'est drôle, mais c'était comme l'ancien bébé et du coup, bah, les anticorps, ils vont se diriger contre le bébé et ça va lui détruire ses globules rouges. Donc c'est catastrophique et du coup, on surveille, énormément, une maman Rhésus négative. Ensuite, on a aussi, le diabète, gestationnel, donc le dépistage du diabète gestationnel, mais qui se fait seulement chez des patientes à risque, c'est-à-dire qui ont plus de 35 ans, des antécédents personnels de diabète gestationnel, des antécédents familiaux, de diabète, mais au premier degré, c'est-à-dire, sa maman. L'IMC à plus de 25, donc c'est-à-dire, obésité
et selon l'histoire aussi de notre grossesse actuelle. Donc ensuite, on a NFS, donc la numération, de la formule sanguine, donc plaquettes plus ou moins ferritine, pour savoir si on a besoin d'une supplémentation. Hem, Ça se fait du coup en début de grossesse et aussi à 6 mois et aussi si, pour savoir s'il y a des risques d'anémie. Ensuite, on va aussi faire un prélèvement vaginal pour détecter le strepto B, donc qui est une bactérie qui peut être très dangereux pour un bébé, pour un nouveau-né. C'est pas dangereux pour la mère, mais par contre, ça va faire des infections néonatales, comme des méningites, donc vraiment, il faut le dépister. On va aussi faire notre bilan préopératoire de fin de grossesse et on va aussi dépister, la trisomie 21, donc au premier trimestre ou au second trimestre et ça va en fait, c'est un calcul combiné, donc c'est une probabilité, ce dépistage et du coup, si la probabilité, elle est très faible, il y a très peu de probabilité que ça soit une trisomie 21, donc on arrête. Si par contre, il y a une probabilité qui est très forte, on va plutôt se dire: «Bah, on va continuer, on va faire, des recherches complémentaires». Enfin, on passe aux supplémentations et du coup, il y en a 2 qui sont officiellement recommandées, donc notamment les folates dont on a parlé tout à l'heure, qui sont liées à la non-fermeture du tube neural, donc il y a une supplémentation en préconceptionnel, donc 4 semaines avant et en post-conceptionnel, donc pendant la grossesse, jusqu'à 8 semaines de grossesse. On a aussi la vitamine D, donc c'est, le cholécalciférol et ça, c'est systématique au 6e mois. Donc ensuite, il y a pas de recommandation en France, en fait, pour prendre, en systématique des vitamines de grossesse. Ça dépend vraiment, en fait, de l'alimentation de la patiente. Si elle a une alimentation équilibrée qui couvre les besoins, il y a pas de problème. Par contre, si on voit que, bah, il y a des petites carences et tout, on va pas risquer, on va lui prescrire, mais voilà. Mais c'est pas en systématique du tout. Il y a pas de supplémentation systématique en fer non plus, puisque, il y a peu d'intérêt si les besoins sont couverts par l'alimentation comme, les vitamines. Donc voilà, le cours, il est vraiment terminé à partir de ce moment-là. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que ça n'aura pas été trop dur et que le diapo est quand même bien et que les explications aussi. Mais vraiment, n'hésitez absolument pas à poser des questions sur le forum. Avec Marie-Caroline, on est vraiment, là pour ça et n'importe, pour nous dire, pour nous parler ou quoi, on est vraiment présente. Donc allez-y. Bisous!